Bonsoir à tous, il est 23h en titre de cette édition qui referme la semaine. Après 3 jours de travaux, le séminaire du gouvernement s'est achevé vendredi. Il avait pour objectif d'élaborer le programme du gouvernement. Les travaux ont été marqués par la session intergouvernementale et par la session avec le secteur privé. Une équipe gouvernementale qui aura de nombreux défis à relever en 2021. Le COSIM a un nouveau président, il s'agit de l'imam Ousmane Diakité. Il a été désigné ce dimanche à l'issue d'une rencontre qui s'est déroulée à la grande mosquée de Trècheville. L'imam Diakité succède donc au cheikh Haïma Mamadou Traoré, décédé le 13 avril dernier. Une dizaine de suspects présumés de l'attaque d'un Dautré vient d'être mis aux arrêts par les forces de la gendarmerie nationale dans la zone de Dabou. Une enquête préliminaire permettra de situer les responsabilités dans les jours à venir. Plus de détails dans cette édition. Merci de suivre RTI 1. Leurs actions et leurs réalisations devront impacter et améliorer le quotidien des populations. Le premier séminaire gouvernemental de l'ère Patrick Hachi s'est achevé vendredi dernier. À l'issue de 72 heures de travaux, le nouveau gouvernement a dressé sa feuille de route pour l'année 2021. D'importants défis sont à relever par chaque département ministériel. Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire de 2030 se prépare maintenant. Le gouvernement de Patrick Hachi l'a compris et entend d'ici l'échéance mener chaque année des actions d'envergure dans les secteurs prioritaires. En 2021, celui de la sécurité connaîtra une montée en puissance de la lutte antiterroriste, de même que les actions de protection civile. Nous entendons améliorer le rendement des services de police, mais aussi et surtout déployer davantage les sapeurs-pompiers civils sur toute l'étendue du territoire national. Une des grosses préoccupations aussi, c'est la lutte contre le terrorisme. Les moyens devront être dégagés pour que notre lutte gagne en efficacité. Besoin d'être rassurés sur le plan sécuritaire, les Ivoiriens attendent également de l'être sur le plan sanitaire dans un contexte où le virus de la Covid-19 est encore actif. Le ministère de la Santé va ainsi intensifier sa stratégie vaccinale dans les semaines à venir. Le renforcement du plateau technique va également se poursuivre en 2021 avec la construction et la réhabilitation de plusieurs édifices sanitaires à Abidjan et à l'intérieur du pays. La Côte d'Ivoire va se donner les moyens d'avoir tous les types de vaccins et nous allons faire en sorte que partout où tous ceux qui sont en âge d'être vaccinés, ils pourront se vacciner pour se protéger contre cette maladie. D'ici la fin d'année, c'est plus de 300 lits supplémentaires qui seront servis, plus de 100 blocs opératoires. Nous allons augmenter l'accessibilité aux soins de santé par l'opérationnalisation de la CMU, la vulgarisation. Et nous allons travailler avec tous les Ivoiriens pour que chacun, en arrivant à l'hôpital, n'ait pas la peur au ventre. Parce que l'objectif de la couverture maladie universelle, c'est de faire en sorte que lorsque vous arrivez à l'hôpital, quel que soit votre statut, vous puissiez être pris en charge. Dans le secteur de l'éducation, que va impliquer la mise en œuvre du décret d'application de la suppression des frais COGES? La réponse sera connue dans les semaines à venir. En parallèle, le ministère de l'Éducation va mener des actions d'envergure. Il s'agit d'intensifier la construction et l'équipement des écoles et des collèges de proximité. Au niveau de la qualité, il s'agit de voir comment recruter des enseignants qualifiés et comment également faire en sorte que le niveau des élèves soit meilleur. Donc ce deuxième défi au niveau de la qualité, c'est la qualité et l'excellence. Le troisième niveau de défi, c'est celui de la gouvernance. Il s'agit de voir comment financer l'école. Au niveau de l'enseignement supérieur, de nouvelles universités devraient ouvrir leurs portes cette année. Bien sûr, les chantiers en cours vont continuer. Vous avez actuellement l'université de San Pedro qui est en construction. La première phase de l'université qui, à terme, devra accueillir 3000 étudiants a été réalisée à 40%. Il reste les 60% et les travaux continuent. Nous avons bon espoir d'achever ce qu'on appelle le bouclage financier sur l'université de telle sorte qu'en octobre 2021, on puisse ouvrir cette université. Et de l'autre côté, vous avez l'université de Bontougou, financée par la Banque islamique de développement, qui est en cours de réalisation et les travaux vont bon train. Et là également, normalement, nous devons pouvoir ouvrir cette université
en octobre 2022. Pour les apprenants déjà aptes pour le marché de l'emploi, des dispositifs d'insertion socio-professionnelle sont prévus par le gouvernement. Tous les programmes qui sont en cours vont continuer, mais au-delà de ces programmes, nous allons explorer toutes les possibilités, comme je l'ai dit, et avec le secteur privé et avec les autres ministères sectoriels, nous allons explorer toutes les possibilités pour aller beaucoup plus loin dans les résultats donc déjà obtenus. La feuille de route désormais dressée au niveau de chaque département ministériel, Patrick Hachi ne demande qu'une chose aux membres du gouvernement, des actions suivies de résultats afin d'améliorer le quotidien des populations. Accompagné d'un ministre, Anne-Désiré Ouloto, Danho-Paulin et Bruno Koné, le Premier ministre Patrick Hachi a rendu visite au numéro 1 de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, le cardinal Jean-Pierre Coutois. Il s'agissait pour Patrick Hachi de recueillir les bénédictions de son éminence, le cardinal Coutois, pour la réussite de sa mission à la tête du gouvernement dans la paix, la sérénité et le bien-être. Les échanges avec le cardinal Jean-Pierre Coutois ont également permis de faire un tour d'horizon de l'actualité économique, sociale et politique de notre pays. Je vous le disais en titre, le Conseil supérieur des imams recevait une forte délégation des membres du gouvernement, une délégation conduite par le Premier ministre Patrick Hachi. Il s'agissait de retrouvailles autour de la traditionnelle rupture collective du jeûne du mois de Ramadan. Représentant le chef de l'État, le Premier ministre a invité les guides de toutes les obédiences religieuses à prier pour la cohésion et la paix dans notre pays. De Madongui, Koné Pargassoro pour le compte-rendu. Deuxième décade du mois du Ramadan, quatrième pilier de l'islam. Période favorable pour le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, pour organiser sa traditionnelle rupture collective du jeûne. Occasion pour le président du comité de transition des désignations du nouveau cheikh Aïma de mettre en relief l'importance de cette rencontre islamique, non sans rendre hommage au cheikh Aïma Bouakari Fofana et au cheikh Aïma Traoré Mamadou, mais aussi au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, tous rappelés à Dieu. Cheikh Moustapha Sonta a traduit la reconnaissance du COSIM au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de générosité à l'endroit de toutes les confessions religieuses. Le Ramadan, avec son jeûne, ses prières nocturnes et ses œuvres cultuelles, vient chaque année pour revivifier la vie des musulmans, éduquer les êtres et éveiller le cœur en transformant positivement et son esprit et son comportement. C'est cela le caractère hautement spirituel du jeûne. La traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan du COSIM a bénéficié du soutien du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, à sa tête le représentant du nonce apostolique, des responsables de la Chambre des rois et chefs traditionnels et des guides des autres confessions religieuses, d'une forte délégation des membres du gouvernement conduite par le Premier ministre Patrick Hachi, qui représentait à cette cérémonie religieuse le chef de l'État Alassane Ouattara. Université islamique, centre de santé communautaire, lycée islamique, chaîne de radio, chaîne de télévision, plusieurs réformes tendant à l'amélioration de la pratique religieuse et une obstinée éducation à la culture de la paix sont des acquis incommensurables qui ont changé le visage de l'islam et des musulmans en Côte d'Ivoire sous la houlette du COSIM. C'est l'occasion de saluer les guides religieux d'autres confessions qui ont bien voulu répondre présent à l'invitation du COSIM, une belle preuve de fraternité sans clivage. Partage de repas, louanges, prières collectives, invocations et bénédictions pour la cohésion, la paix et la stabilité. Des temps forts qui ont meublé cette cérémonie de rupture collective du jeûne du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, édition 2021. Et à l'issue du conclave qu'il organisait ce dimanche, le COSIM s'est choisi un nouveau président. Il s'agit de l'imam Ousmane Diakité, désigné par le collège de transition. L'imam Ousmane Diakité devient donc le nouveau Cheikhoul Aïma. Toujours selon le COSIM, sa nomination sera confirmée par la conférence des imams mardi prochain. Nous Sangaré, Pagassoro Koné. Après le décès du cheikh Aïma Traoré Mamadou le mardi 13 avril dernier, il aura désormais la tâche de diriger et de conduire la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. L'imam Ousmane Diakité, c'est lui, le nouveau cheikh Aïma.
Il a été désigné à l'unanimité par ses pairs ce dimanche à la tête du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Cela au cours d'un conclave convoqué par le comité de transition des désignations du nouveau cheikh du COSIM. Au terme du conclave, c'est l'imam Ousmane Diakité qui a été désigné nouveau Cheikhul A'imma, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, guide de la communauté musulmane nationale. Imam de la grande mosquée Arafat de la Riviera Palmeraie, Cheikh Aïma Ousmane Diakité était le secrétaire exécutif du COSIM. Par cette désignation, il devient le 7e président de cette importante structure islamique, le COSIM. Et on continue à parler de religion avec le mois du jeûne de Ramadan qui reste un moment de partage et de solidarité pour la communauté musulmane dans le nord du pays. Plus précisément, à Ouangolo-Dougou, plus de 80 tonnes de vivres ont été offerts par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Une rupture collective a également été initiée pour approfondir le sens du partage. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Ouangolo-Dougou, la ville aux deux frontières. L'islam rime bien avec le quotidien des populations. Des populations qui, justement, en cette période de jeûne du Ramadan, bénéficient de la générosité du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui a dépêché le député de la localité les bras chargés de sucre et de riz, 80 tonnes de vivres au total. Partage et solidarité, des vertus chères à tout bon musulman. C'est une tradition pour le président du conseil régional du Djologo, en l'occurrence le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, à chaque Ramadan de faire parler son cœur envers les populations du département de Ouangolo-Dougou, comme il vient de le faire encore, en offrant des vivres et des non-vivres. En tant que député, vous savez, un député est une courroie de transmission entre le peuple et les décideurs. Je tiens à lui dire merci, qu'il trouve en ces mots l'expression de ma profonde gratitude au nom de l'ensemble de la population du département de Ouangolo-Dougou. Après les dons, au coucher du soleil, le député Traoré Drissa a initié une rupture collective, présidée par le préfet du département, Jean-Pierre Sori. À cette occasion, les guides religieux ont traduit leur reconnaissance et leur gratitude aux donateurs. Ils ont, pour la circonstance, prié pour la paix et la cohésion partout en Côte d'Ivoire. Et pour aider la population de la région du Bafing à bien vivre le mois de Ramadan, un cadre de la région marque sa solidarité avec les populations. Il s'agit du ministre Moussa Sanogo. Il vient d'offrir 26 tonnes de riz et 14 tonnes de sucre aux populations de sa localité. Le compte-rendu d'Evboué. 26 tonnes de riz et 14 tonnes de sucre pour la communauté musulmane de la région du Bafing. C'est un don de Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, cadre de la région. Une action de solidarité envers cette communauté en ces temps de Ramadan. C'est une cérémonie qui rentre dans le cadre du partage, de la générosité, qui sont des valeurs fortement recommandées à l'occasion du Ramadan, du carême musulman. Donc c'est une occasion où les musulmans, les uns et les autres, doivent se faire des présents, se faire des bénédictions, dans le sens, comme je l'ai dit, du partage. Les bénéficiaires sont reconnaissants à l'endroit du chef de l'État et du donateur pour leur soutien constant. Ceci est donc une grande bouffée d'oxygène pour nous. Et quand quelqu'un vient soulager nos parents comme ça, le minimum que tu puisses faire là, c'est de lui dire merci. Et merci à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il augmente encore tout ce qu'il est en train de faire, il va faire pour nos parents. Vraiment, aujourd'hui, nous on a la disposition des chefs de l'État pour faire bénédiction. Ce qui nous est fait, vraiment c'est un grand pour nous. C'est un grand pour nous. Vraiment, on est là pour la bénédiction. Les imams là, ils sont là pour la bénédiction. Le Ramadan, 4e pilier de l'islam, se déroule pendant le 9e mois du calendrier musulman. Il sert à la purification spirituelle, à éprouver de la compassion et à grandir spirituellement.
Et on continue à parler de l'islam. Youssouf Ishaq est le grand vainqueur de la 15e édition du concours psalmodier du Saint-Coran. Le Hafiz venu du Nigeria s'est classé premier sur 15 candidats issus de 14 pays, dont la Côte d'Ivoire. Le concours organisé par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire s'est déroulé à la mosquée Salam du Plateau. On regarde le reportage de Demadongui, connu par Gassoro. Mosquée Salam du Plateau. Ces candidats du Bénin, du Togo, du Libéria, du Ghana, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Sierra Leone, du Mali et de la Côte d'Ivoire en pleine lecture du Noble Coran. Nous sommes à la 15e édition du concours sous-régional de la lecture psalmodie du Saint-Coran, initié par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI, autour de la problématique, la justice et la solidarité, gage de paix et de stabilité. En plus de la sensibilisation qui se fait à travers les caravanes et les prêches, la LIPSI a décidé de prendre part à la recherche de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale et surtout de l'intégration sociale. Des candidats jugés par un jury composé d'imams, de prédicateurs, de maîtres et d'enseignants d'écoles confessionnelles islamiques. À l'issue de la compétition, Issoufou Isiak, le candidat du Nigeria, est déclaré vainqueur. Le Niger occupe la 2e place, suivi de la Côte d'Ivoire, 3e. Aujourd'hui, le vainqueur ne sera certainement pas le Sénégal, le Mali, encore moins la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, mais le vainqueur sera l'islam, cette noble religion qui transcende la souveraineté des nations. Ce concours sous-régional de la lecture psalmodie du Noble Coran a bénéficié du soutien du Premier ministre Patrick Hachi, parrain de cette 15e édition représenté par l'un de ses plus proches collaborateurs, et du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Nous félicitons tous les musulmans et toutes les musulmanes qui ont fait le déplacement ici aujourd'hui dans cette mosquée Salam du Plateau pour magnifier le Coran, respecter le Coran, glorifier Dieu et honorer nos candidats qui sont venus de la sous-région pour ce concours psalmodié du Coran. Les candidats ont été félicités et encouragés par le représentant du Premier ministre, les responsables du COSIM et ceux de la LIPSI, mais aussi par le jury. Ils ont reçu de nombreux présents composés, entre autres, du Saint-Coran, des manuels et ouvrages islamiques et une enveloppe chacun. Des prières et des bénédictions ont mis fin à ce concours psalmodie du Noble Coran. Tout autre chose à présent, ils sont 12 suspects présumés. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'attaque de la base militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo. Des présumés suspects qui viennent d'être appréhendés par la gendarmerie nationale dans la localité de Dabou. Abou Sanogo. C'est dans la nuit du 20 au 21 avril dernier que la base militaire de Ndotré, dans la commune d'Abobo, qui abrite le 2e bataillon pilote projetable, a été attaquée par des individus. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés et d'un militaire ivoirien blessé. Suite à cette attaque, une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale. Enquête qui a permis de localiser dans la zone de Daloa, plus précisément dans le village de Bekiprea, ces 12 présumés assaillants qui, dans leur repli sur leur base, ont fait escale à Daloa. L'un des présumés cerveaux confirme qu'ils ont été recrutés à Abidjan. J'ai couru avec les gens qui ont avec les plans pour attaquer. Là-bas, on m'a expliqué qu'il y a un travail. Après la réunion, là, maintenant, il y a les Libériens qui ont nous montré les armes, qu'il y a les missions à quelque part, qu'on a groupé ensemble pour partir là-bas. C'est là-bas on est parti maintenant et puis on nous a montré les trucs là, qu'il y a les missions. Ce qu'ils ont montré dans un campement, c'était 4 carages avec les machettes. C'est ce qu'ils ont montré. On d'autres, c'est au Carrefour là même. Ils ont parlé puis ils sont partis vers où il y a Carrefour séminaire là. Ils sont partis vers dedans, c'est là-bas on nous a vus. Il y a vu beaucoup de personnes là-bas. Ils ont été recrutés avec forte promesse. Ils disent qu'ils vont nous donner l'argent, mais avant qu'ils vont te donner l'argent, il faut signer devant ton nom. 1 million et quelques.
Les enquêtes sont en cours à l'effet de mettre le grappin sur toutes les personnes impliquées dans l'attaque de la base militaire de Ndotré. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 25 avril 32 nouveaux cas de Covid-19 et un décès. À la date du 25 avril 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 45 852 cas confirmés, dont 45 374 personnes guéries, 282 décès et 196 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 585 823. Le 24 avril, 1648 personnes ont été vaccinées, soit un total de 118 875 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le directeur national des villages d'enfants SOS de Côte d'Ivoire était ce dimanche l'invité de RTI 1. Oumarou Koala a fait le bilan des 50 ans d'existence de l'institution dans notre pays. On regarde un extrait de son passage. 50 ans de SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire, c'est 50 ans de partenariat réussi avec le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. C'est 50 ans d'expérience dans la prise en charge du remplacement des enfants privés de protection parentale. C'est 50 ans de résultats riches pour la promotion des droits de l'enfant et des jeunes. Et ces 3 villages installés sur le territoire ivoirien, après le premier village ouvert en 1971. Et chaque village prend en charge autour de 200 enfants dans différentes familles qui sont établies au sein donc, du village. Et il faut dire que c'est une prise en charge intégrale, une prise en charge holistique qui consacre donc tous les aspects pour l'épanouissement de l'enfant. Pour nous, le principe fondamental, c'est que chaque enfant a droit à un foyer chaleureux. Nous avons actuellement plusieurs dizaines, sinon des centaines de jeunes cadres qui sont sortis des villages SOS et qui sont dans plusieurs administrations de la République de Côte d'Ivoire. Je profite de cette occasion pour dire merci au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire qui, sur les 50 années, nous a été d'un appui inestimable et nous a permis donc de pouvoir assurer notre mission avec succès. En dehors donc de cet appui du gouvernement, nous avons donc l'appui de ce qu'on appelle les parrains et les marraines, qui sont des individus, des personnes physiques ou des personnes morales qui, de manière volontaire et citoyenne, décident de parrainer un enfant, de parrainer une famille ou de parrainer tout le village. Il y a des sociétés et des entreprises également qui sont des entreprises citoyennes qui décident aussi de nous accompagner. Pour les 50 années, nous pensons continuer notre mission donc, de la prise en charge de remplacement en renforçant donc bien sûr la qualité de la prise en charge et aussi diversifier et accroître nos sources de revenus en invitant la population d'une manière générale, les sociétés, les entreprises citoyennes à pouvoir parrainer et supporter les actions de village SOS en Côte d'Ivoire. Un mode d'éducation à présent, s'orienter après le baccalauréat est un véritable casse-tête pour bon nombre d'étudiants. Ces derniers ne savent pas toujours, très souvent, capter les opportunités pour réussir leur insertion professionnelle. Des problématiques qui étaient au cœur d'une conférence au lycée Bad de Ndoussi, où une conférence a été animée par le directeur administratif et financier du patrimoine de l'Agéroute. Modèle de réussite, il s'agissait pour Brice et Tien Tiemele de partager les clés du succès avec les nouveaux étudiants. De retour de Ndoussi, le compte-rendu de Michel Mambo. Ndoussi, au sud de la Côte d'Ivoire, dans le département de Tia-Salé. Animation particulière. Au lycée moderne Bad Ndoussi, les journées carrières battent leur plein. Djeneba et Ramata sont au rendez-vous. Venues de Tia-Salé, elles sillonnent les différents stands à la recherche d'informations. Cette journée est bienvenue pour les élèves en classe d'examen. Parce qu'il y a plein d'élèves qui ne savent pas où s'orienter après les examens. Ils sont un peu perdus. Donc cette journée nous aide à mieux nous orienter et comprendre aussi les métiers que nous voulons faire. Visite de stand et également conférence au programme de ces journées d'information et d'orientation. À la tribune du modèle de réussite, Brice et Tien Tiemele. Le directeur administratif du patrimoine de l'Agéroute partage son expérience avec la jeune génération. Les maîtres mots de son propos, courage et abnégation au travail. Il y a du travail en Côte d'Ivoire. Mais seulement, c'est des meilleurs qui arrivent à se démarquer pour obtenir ce travail-là.
Donc ce que je leur ai partagé comme expérience, c'est que je suis ici d'une famille modeste. On a vécu dans des conditions très difficiles, mais cela ne m'a pas empêché de me donner à fond dans le travail et jusqu'à ce que j'arrive là où je suis. Donc je leur ai demandé également d'être respectueux et de chercher à apprendre des aînés. Un message qui captive plus d'un. J'ai retenu que dans le travail, il faut persévérer et que seul le travail paye. Dans le travail, il faut être respectueux. Et vraiment, c'est un monsieur qui m'a inspiré beaucoup à travers ses dires. Cette plateforme d'échange sur les opportunités de formation après le baccalauréat est à l'initiative du Centre d'information et d'orientation de la Direction départementale de l'éducation nationale de Tiassalé. Décédé le 10 mars dernier, la population de Tiapoum a rendu un dernier hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Un concert a été organisé à la mémoire de l'illustre disparu, une idée originale du député de la localité de Tiapoum. Le compte-rendu de Godefroy Okambawa. Plus d'un mois après son décès, Ahmed Bakayoko, toujours dans la mémoire collective, ses actions continuent d'être célébrées à Tiapoum. Le député de la localité honore l'illustre disparu. Il invite la jeunesse à s'approprier les valeurs sociales et professionnelles qui ont marqué sa vie. Ce concert dédié à Ahmed Bakayoko, la construction de Tiapoum est véritablement lancée et que le processus est irréversible. Nous allons vers le développement, nous allons vers le succès et nous avons décidé de remercier le président de la République. Au cours d'un concert, des jeunes, pour la plupart, rendent un hommage à celui qu'ils qualifiaient de repère. Un homme qui faisait de la jeunesse une priorité. L'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars dernier et l'émotion est encore vive à Tiapoum. Et la cuisine ivoirienne s'invite à Cotonou, où les mets ivoiriens sont de plus en plus prisés. Au Bénin, plusieurs Ivoiriennes ont fait une incursion dans le secteur de la gastronomie dans leur pays d'adoption et s'en sortent plutôt bien. Foutou, atiéké ou encore aloko sont entre autres des plats qu'elles proposent dans leur restaurant. Mangez à Cotonou comme si vous étiez à Abidjan. Un reportage de Michel Digré et Barnabé Conan de retour de Cotonou. Nous sommes au centre-ville de Cotonou. De loin, les sonorités de musique ivoirienne sont perceptibles. À l'intérieur du restaurant, des plats ivoiriens sont servis à la clientèle. Bernard fréquente ce maquis depuis plus d'une dizaine d'années. Quand je suis ici, c'est tout comme si je me sentais à Abidjan. Tous les jours que Dieu fait, on a l'impression que c'est toujours le même goût. Voilà, et je n'hésite pas à ramener d'autres personnes qui ne connaissaient pas le coin, comme Bérénice aujourd'hui, qui est venue la première fois. Elle vit en Italie et on a décidé de déjeuner ensemble et puis je lui ai proposé le coin et elle est venue voir. Si Bérénice a les pieds en Occident, ses mains sont plutôt bien plongées dans la tradition. J'étais tentée de manger avec ma fourchette, mais je me suis dit il faut que je déguste une bonne africaine et j'ai lavé mes mains. C'est un mélange d'igname et de banane. J'en ai mangé, mais celui-ci est meilleur. Dans l'arrière-cour, la cuisine est animée. Si Foutou banane, un rien mangé sur place. Les commandes sont lancées au fur et à mesure que la clientèle s'installe. Au four et au moulin, Marie-Jeanne Adom, propriétaire du restaurant. Depuis une vingtaine d'années, elle essaie d'imposer les plats ivoiriens dans les assiettes des Béninois. J'aimais bien faire la cuisine. Donc quand je suis arrivé au Bénin, il n'y avait pas de restaurant ivoirien. Et je me suis lancé, j'ai dit je vais faire un restaurant ivoirien pour voir ce que ça peut donner. Et c'est comme ça que je me suis lancé, je suis venu chercher le terrain, j'ai mis ça en forme et puis voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Sous les apatames, les clients s'impatientent. Et quand les plats sont servis, le soulagement se lit sur les visages. La Côte d'Ivoire a été longtemps ma seconde patrie, donc cette gastronomie, je la connais, que j'apprécie. Le fait de Daba, en écoutant la zik ivoirienne, là, ça enjaille grave. Marie-Jeanne s'assure que tout se passe bien. Ils sont très contents de me voir passer, leur demander si ça va, si ça ne va pas. En tout cas, une attention très particulière pour les clients.
À quelques encablures de là, un autre restaurant ivoirien. Ici, le foutou est également très prisé et fait partie des menus quotidiens. On vend foutou banane, foutou igname, du riz, sauce aux graines, aubergines, arachides, agoutis, poissons, viande de bœuf, poulet. La création de la gare routière à côté du restaurant a fait grimper les chiffres d'affaires. Un peu, on a commencé dans un coin, un peu. Les clients venaient par finir. Dieu merci, on est arrivé avec et tout a évolué. C'est dans cette bâtisse que les plats sont servis. À une vingtaine de mètres de là, la fille de Dame Kouadio tient un étal en attendant des lendemains meilleurs. J'ai commencé avec la vie un peu. Jusqu'à j'ai eu pour moi maintenant. Quand il place là, je vais faire un restaurant plus grand que ça et puis je serai reconnu partout. Être reconnu dans tout Cotonou et même au-delà des frontières du pays, ces braves dames sont aujourd'hui les ambassadrices de la cuisine ivoirienne et font la fierté du drapeau national dans le milieu de la gastronomie béninoise. Place à présent à l'actualité internationale, le tour du monde en 7 jours et c'est une sélection de Gabriel Zani. La Cour suprême malienne a rejeté le pourvoi du procureur général. Elle a donc confirmé l'abandon des poursuites intentées contre plusieurs personnalités du pays, dont l'ancien Premier ministre Boubou Cissé. Ces personnalités étaient accusées d'avoir préparé un coup d'État. 5 des 7 accusés emprisonnés depuis décembre ont été libérés. La justice malienne n'a fourni aucune preuve du coup d'État en préparation. L'Agence européenne des médicaments a réitéré sa confiance dans le vaccin contre la Covid-19 de Janssen, filiale de Johnson & Johnson. Le régulateur européen reconnaît qu'il pourrait avoir un possible lien entre ce produit et des cas de caillots de sang atypiques chez des personnes vaccinées aux États-Unis, mais elle estime que les caillots sanguins devaient être répertoriés comme effet secondaire très rare du vaccin Johnson & Johnson. Des manifestants affirment avoir été victimes d'actes de torture et de mauvais traitements de la part des forces de l'ordre dans les lieux de détention, et ce après des protestations dans l'affaire impliquant l'opposant Ousmane Sonko en février et mars dernier. Pour apaiser la tension, les autorités ont annoncé la mise en place d'une commission d'enquête libre et indépendante pour situer les responsabilités. Ce jeudi, au large de la Libye, une dizaine de corps a été retrouvé près d'un bateau. Ce bateau pneumatique avait été signalé en détresse avec 130 personnes à bord. Aucun survivant n'a été retrouvé lors des opérations de recherche. Une dizaine de chefs d'État étrangers ont participé ce vendredi aux funérailles d'Idriss Déby en N'Djamena. Le président tchadien est mort le mardi 20 avril à 68 ans lors des opérations militaires contre les rebelles du FACT. Son fils Mahama Idriss Déby, général de corps d'armée, occupe les fonctions de chef de l'État et de chef suprême des armées selon la charte de transition publiée après son décès. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken vient de nommer un émissaire des États-Unis pour la Corne de l'Afrique. Jeffrey Feltman doit rechercher une issue au conflit au Tigré afin d'éviter une escalade entre Addis Abeba et Khartoum qui se disputent une zone frontalière. Il doit aussi apaiser les tensions entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte autour du barrage éthiopien sur le Nil. Ce dimanche, la marine indonésienne a annoncé avoir retrouvé le sous-marin qui avait sombré au large de Bali. Le commandant des forces armées indonésiennes a donc confirmé que les 53 membres d'équipage sont tous décédés. Le sous-marin, brisé en 3 parties, avait disparu le mercredi 21 avril dernier. Et c'est la fin de cette édition d'information. Lundi, retrouvez Régis Kofi à 6h30 et 7h avec l'équipe de la matinale. Agréable soirée à tous et restez surtout sur RTI 1. Bonsoir.